Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire donc du mardi, qui va être consacré à la santé digitale avec un angle spécifique qui est celle de s'interroger si cette politique de santé est ou n'est pas européanisée. Pour ce faire, nous accueillons Chloé Beru, donc que je vais laisser se présenter. Alors, d'ores et déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que il y aura 15-20 minutes à la fin de l'intervention qui sera rythmée par des questions-réponses et que pendant ces 15 à 20 minutes, vous pourrez poser vos questions. Donc, vous pouvez le faire en amont, pendant l'intervention de Chloé Beru. Utilisez à cet effet la fonction Q&R et pas l'onglet conversation. Euh, Chloé, est-ce que vous pouvez dire quelques mots de présentation pour commencer? Oui, donc bonjour à toutes et à tous et donc merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter mes travaux dans ce webinaire. Donc je m'appelle Chloé Berru, je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait ma thèse à Sciences Po Grenoble à l'université Grenoble-Alpes. Et aujourd'hui je suis donc chercheuse postdoctorale à l'université Ca' Foscari de Venise. Alors, merci beaucoup. Donc, on va s'attarder sur votre travail de thèse. Euh, Votre travail de thèse, il concernait l'influence de l'Union européenne sur les politiques de santé digitale ou l'e-santé. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, définir ce qu'on entend comme une politique d'e-santé? Oui, tout à fait. Donc, je vais revenir un peu sur cette définition parce que finalement, l'e-santé, ça peut concerner beaucoup de dispositifs très différents, puisque de manière très basique, on peut définir l'e-santé par l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé. Donc, en soi, ça peut vraiment désigner beaucoup de dispositifs, dont beaucoup sont d'ailleurs de nature plutôt privée. Je pense par exemple, je sais pas, aux dispositifs de suivi des cycles menstruels, à des applications aussi qui permettent de faire des suivis du diabète, etc. Et donc moi, dans ma thèse, je me suis pas intéressée justement à tous ces dispositifs de nature privée. Je me suis plutôt intéressée à ce que les États, ou alors on va dire les institutions nationales de sécurité sociale, produisaient eux-mêmes en termes de dispositifs d'e-santé. Donc c'est un champ un petit peu différent. Donc j'ai pas regardé voilà, ni les dispositifs privés ni leur régulation, ce qui constitue aussi un champ de l'action publique, mais plutôt à ce que les États produisaient eux-mêmes. Et c'est vrai que dans ce contexte, quand on commence à regarder un petit peu tout ça, un des composants, on va dire, majeurs des politiques d'e-santé ou de santé digitale au niveau des politiques publiques, c'est vraiment la création de dossiers médicaux électroniques, informatisés. Et donc, alors ça, en France, on connaît bien, puisque la création, enfin, on va dire l'apparition d'un dossier médical électronique en France, ça remonte à la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, donc avec l'introduction du dossier médical partagé, DMP, qui est devenu après personnel, voilà, et qui existe hein, toujours aujourd'hui sous différentes formes. Donc ça fait vraiment partie des gros blocs qu'on retrouve, alors certes en France, mais aussi dans plein d'autres pays. Généralement, quand les États décident de mettre en place des dispositifs un peu nationaux d'e-santé, ce qu'ils font en premier lieu, ce sont des dossiers médicaux électroniques. Alors avec plusieurs visées qui peuvent aussi varier au cours du temps, mais c'est vrai que voilà, le dossier médical électronique, il est perçu quand même comme un outil de coordination très important entre les professionnels de santé, éventuellement aussi l'hôpital. En France, il s'est aussi inscrit dans la perspective de la loi Kouchner sur le droit des patients. Donc avec cette idée d'aider les patients à accéder à leurs données de santé. Si on remonte un petit peu aussi aux années 90 et aux ordonnances Juppé, on avait aussi une vision qui était liée au carnet de santé papier, hein, qui avait une dimension plus de contrôle aussi du parcours de soins des patients, mais aussi des prescriptions, d'éviter les redondances un petit peu au niveau des examens, des prescriptions, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de visées différentes qui peuvent dépendre des États, qui peuvent dépendre des temporalités, mais voilà, on va dire dans la thèse, c'est vraiment le dispositif principal que j'ai regardé.
en lien aussi avec l'Union européenne, puisque encore une fois l'objet de la thèse était donc de s'intéresser à l'influence de l'Union européenne sur les politiques d'e-santé nationales. Et donc forcément, moi j'ai regardé ce qui se faisait au niveau européen pour pouvoir ensuite voir s'il y avait des influences au niveau national. Et alors au niveau européen, ce qui s'est fait dès la fin des années 2000, ça a été justement de promouvoir les possibilités d'échange et d'interconnexion de certains dispositifs de santé digitale au niveau national. Donc au niveau du DMP, du dossier médical électronique, ce qu'on a eu dès la fin des années 2000, c'était des formats d'échange pour pouvoir justement échanger ce qu'on appelle en anglais donc le patient summary, ce qui est un petit résumé des informations importantes du dossier médical électronique et qu'on appelle volet de synthèse médicale d'ailleurs en France, enfin, voilà, c'est la terminologie. Et donc on a eu l'idée au niveau européen de se dire, eh ben, ce serait bien que finalement un patient, mettons français, qui est en voyage ou qui travaille en Allemagne et qui tombe malade en Allemagne, puisse avoir accès à ce résumé patient, à son résumé patient, qu'un professionnel de santé allemand ait accès à ce résumé, donc non seulement accès à la donnée, mais aussi à la donnée traduite. Donc c'était ça un petit peu l'idée. Et il y avait aussi des dispositifs autour des prescriptions électroniques pour qu'encore une fois, elles puissent être émises et traduites et comprises dans tous les pays de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pour cadrer un petit peu le type de dispositif auquel je me suis intéressée dans le cadre donc de ma thèse de doctorat. Et petite précision, donc alors j'ai soutenu en 2020 et on va dire que le terrain s'est arrêté un petit peu avant la crise de la Covid-19. Donc ce que j'ai regardé au niveau européen s'est arrêté un petit peu là, mais il y a eu beaucoup de choses au niveau européen qui sont faites depuis et peut-être qu'on pourra y revenir un peu plus tard dans le webinaire. Merci beaucoup. Vous avez déjà un peu entamé la transition avec ma deuxième question qui était, bah oui, vous avez défini les politiques d'e-santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur l'influence de l'Union européenne? Alors oui, oui, c'est vrai que parler d'influence de l'Union européenne sur ces politiques, ça peut paraître pas vraiment évident, puisque, alors pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les compétences de l'Union européenne, a priori, le domaine de la santé, si on regarde vraiment les textes fondateurs de l'Union européenne, c'est un domaine où elle a finalement assez peu de compétences. Alors la réalité est bien plus compliquée parce que finalement, via divers moyens, elle agit quand même beaucoup sur les politiques de santé. Donc voilà, c'est pour poser un petit peu les bases. A priori, l'Union européenne n'est pas censée avoir vraiment d'influence sur ce secteur. Alors moi, je me suis intéressée à cette question pour plusieurs raisons. Déjà, je dirais sur un plan purement social et politique, je trouve qu'il est important de savoir justement qui contribue à la fabrication des politiques de santé, puisque c'est des politiques qui affectent beaucoup les citoyens. Et sur un plan, je dirais plus scientifique, ce sujet me paraissait intéressant puisque, comme je disais, donc l'Union européenne n'a certes pas de compétences fortes très directes dans le domaine de la santé, pour le dire un peu schématiquement, mais malgré tout, ça ne l'a pas empêché de développer dans le domaine des politiques dites sociales de nombreux instruments pour influencer les politiques des États membres. Donc, ça va être des instruments qui sont pas de la loi dure, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle impose pas tout à fait aux États membres de faire telle chose sous. Alors voilà, l'idée de la loi contraignante, c'est-à-dire que si les États membres ne respectent pas, ils peuvent ensuite être poursuivis, avoir des pénalités, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là concernant les politiques sociales. On est dans quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus souple. Et l'idée, voilà, c'est un peu de continuer l'intégration européenne par d'autres moyens. Et donc, ça va être plutôt voilà, la Commission européenne qui essaye de mettre les États membres autour de la table pour qu'ils discutent un petit peu de leurs pratiques, donc dans plein de domaines, hein, c'est santé, mais aussi, je sais pas, retraite, emploi, etc. Donc voilà, ils discutent, ils mettent au jour différentes bonnes pratiques. Du coup, la Commission européenne produit des recommandations, des guidelines, des choses comme ça. Mais voilà, du coup, c'est une influence qui est beaucoup plus soft. Et ce que je trouve intéressant en regardant la littérature en sciences politiques sur ces dispositifs, c'est que quand on compare plusieurs domaines des politiques sociales, généralement la santé, c'est toujours le domaine où on dit ah bah là c'est vraiment on a eu beaucoup de difficultés à trouver une quelconque influence de l'Union européenne. Voilà, c'est systématiquement un peu le domaine dans lequel on trouve le moins d'influence.
Et donc, du coup, sur un plan scientifique, l'idée, c'est de dire, bon, bah, si on trouve une influence dans ce domaine-là, c'est que, a priori, on peut en trouver encore plus dans d'autres domaines réputés plus sensibles à l'influence de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, le focus sur la santé digitale, je dirais, venait de plusieurs directions. Bon, il y avait déjà l'idée que, en termes d'accessibilité au terrain, ça me paraissait être un domaine un peu nouveau des politiques de santé, donc potentiellement plus facile à aborder, parce que si on vient avec les problématiques de financement, c'est tout de suite des sujets très sensibles sur lesquels les acteurs peuvent être assez réticents pour parler de l'influence de l'Union européenne. Donc voilà, j'avais cette idée que peut-être le terrain serait plus facile d'accès, qu'on parlerait plus facilement de ce qui se passait au niveau européen et de la manière dont ça a influencé le niveau national. Et puis j'avais aussi au cours de mes études et mes différents stages vu un petit peu tout cet investissement de l'Union européenne sur voilà, des thématiques très technologiques avec le financement de projets, etc. Et donc ça me semblait quand même être un point d'entrée et d'influence assez important de l'Union européenne, notamment dans le cas de la santé. Donc voilà, ça faisait partie des raisons qui m'ont amené à travailler sur ce sujet. Et vu les développements actuels qu'on a, je pense que c'était effectivement pertinent de s'intéresser à ces politiques qui deviennent plus présentes aujourd'hui, notamment suite à la crise de la Covid-19. Ouais. Pour rentrer un petit peu dans le travail de thèse, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les méthodes que vous avez utilisées, les méthodes de sciences politiques. Mm. Oui, tout à fait. Alors sur les méthodes, donc bon, on va dire grosso modo quand on est un politiste et qu'on veut voilà analyser un petit peu ce qui se passe au niveau de l'action publique, on a entre guillemets le choix entre deux grands types de méthodes, les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Alors sachant que les méthodes quantitatives, donc qui reposent sur voilà le traitement d'un grand nombre de données, sont généralement assez difficiles à mettre en œuvre quand on analyse les politiques publiques, mais là quand on regarde l'influence de l'Union européenne sur les politiques nationales, il y a certaines possibilités. Par exemple, quand on s'intéresse vraiment à la mise en œuvre de la législation européenne, on a des grosses bases de données dans lesquelles sont référencées donc voilà la mise en œuvre des directives, des règlements. On sait s'il y a eu des retards, s'il y a eu des processus pour non-conformité au droit européen qui ont été engagés, etc. Donc sur cette thématique de l'européanisation, il y a des possibilités finalement de faire des traitements un petit peu quantitatifs avec ces données. Mais ces données, elles existent que pour ce qui concerne le droit à ce qu'on appelle le hard law, le droit dur, donc la réglementation qui est obligatoire, qui doit être obligatoirement mise en œuvre au niveau national. Comme je le disais sur le sujet de la santé et de la santé digitale, c'est pas de la loi dure qui est adoptée, mais c'est plutôt ces processus un peu souples de coordination, etc. Donc on n'a pas du tout ces bases de données qui existent. Et donc là, je dirais la seule solution, c'est de vraiment rentrer dans la complexité du processus décisionnel et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, quels ont été les acteurs, donc voilà, qu'est-ce qui a compté dans ce processus, sachant que si on regardait encore une fois un petit peu la littérature sur tous ces processus soft d'européanisation, souvent les mécanismes d'influence passent plutôt par des mécanismes de type influence, imitation, persuasion entre les différents États membres, usage aussi des instruments européens au niveau national. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis focalisée. La question que je me suis posée, c'est vraiment voilà, on a des acteurs nationaux dans les ministères, à la CNAM, etc., qui veulent fabriquer une politique et dans quelle mesure est-ce qu'ils utilisent ce qui se fait au niveau européen, qui n'est pas obligatoire, mais dans quelle mesure est-ce qu'ils utilisent ces instruments qui existent au niveau européen pour mener leur politique au niveau national. Donc c'était vraiment une perspective qualitative qui, encore une fois, pourrait peut-être à terme être complétée par une perspective plus quantitative. Mais là, on a quand même un petit problème de données voilà, il faut vraiment saisir en fait les mécanismes de l'action publique pour comprendre ce qui se passe. Et c'est plus difficile avec des grosses bases de données qui, de toute façon, sur ces types de sujets, n'existent pas et seraient, enfin, vu l'intensité du travail de collecte, serait difficile à monter pour comparer plusieurs politiques publiques.
Donc, si je résume, vous avez plutôt fait le choix d'outils qualitatifs. Donc, concrètement, ça s'est fait comment? Pardon, vous m'avez entendu? Alors, il y a eu un petit Non, bug. Moi, j'ai je eu un petit bug demandais, vous avez ouais, de donc fait le choix connexion. d'outils qualitatifs, pardon. Mm. Oui, Est-ce que vous pouvez oui. nous dire un peu plus concrètement le contenu de ces outils qualitatifs? Oui, tout à fait. Alors, l'analyse qualitative des politiques publiques en sciences politiques, ça correspond à certaines méthodes qui sont relativement bien identifiées, que tout le monde pratique. Alors, je dirais que tout d'abord, la première étape, c'est vraiment de récupérer et d'analyser ce qu'on appelle la littérature secondaire. Donc là, ça va être tous les rapports, alors bien sûr les documents officiels, hein, que ça soit les lois, les directives, etc. Donc les documents officiels des institutions officielles, tous les rapports qui auront pu être produits aussi par les organismes publics en relation avec le sujet, et également analyse éventuellement, je sais pas, des policy papers par différentes parties prenantes, analyse également de ce qu'on trouve un petit peu dans les médias. Donc tous ces documents, ça peut constituer parfois une masse d'ailleurs assez importante de documentation. Ça sert finalement à avoir quand même les premières bases du déroulé de la politique publique. Donc voilà, à comprendre un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Et sachant que, étant donné que moi j'étais intéressée par l'influence de l'Union européenne, j'avais une méthode spécifique qui consistait à repérer à quel moment est-ce qu'on parlait de l'Union européenne dans ces documents. Et donc là, ça va être, est-ce qu'on se réfère à l'UE dans les lois? Est-ce qu'on se réfère à l'UE dans les médias? Est-ce qu'on se réfère à l'UE dans les rapports? Et finalement, à chaque fois que je trouvais des références à l'Union européenne, plus ou moins importantes, plus ou moins massives, hein, des fois on a des rapports où finalement la moitié du rapport on parle de l'Union européenne, donc c'est intéressant, puis d'autres pas du tout. Mais ces rapports constituaient un petit peu une base après pour mes questionnements et pour me dire, ah bah peut-être que là, l'Union européenne a quelque chose à voir avec ce qu'on est en train d'observer au niveau national. Donc ça, on va dire, c'est la première étape qui est très importante, hein, qui balise un petit peu le terrain, mais qui donne tout de même une vision généralement, alors bon, ça peut dépendre des organismes, mais assez superficielle. On n'a pas toujours les mêmes données d'ailleurs suivant les terrains, suivant les temporalités, etc. Il y a des fois où on produit beaucoup de rapports, on a beaucoup d'informations sur la manière dont la décision a été prise, puis des fois pas du tout. Et puis, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, mais qui ne réapparaissent pas à l'écrit. Et donc, c'est pour ça que très souvent, en analyse des politiques publiques, d'ailleurs, qu'on utilise des rapports qu'on trouve sur Internet ou des archives, hein, dans des cas plus anciens, on aime bien aussi compléter ces premières documentations, quand c'est possible, par des entretiens donc semi-directif avec des personnes qui ont été en charge de la fabrication de la politique publique. Donc semi-directif, juste un petit mot, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des grilles d'entretien qui sont un peu balisées autour de certaines thématiques qui sont des thématiques d'intérêt pour le ou la chercheur, sachant que c'est des questions semi-ouvertes, hein. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir une réponse oui ou non, c'est d'apprendre des nouvelles informations des personnes qu'on voit, et c'est également aussi d'être assez ouvert à l'émergence de nouvelles thématiques qu'on n'aurait pas repérées auparavant lors soit de la lecture de la littérature, soit dans le début du terrain via l'analyse documentaire. Et donc, pour repérer les personnes pertinentes, souvent il y a deux méthodes. Donc, il y a une méthode qu'on appelle positionnelle ou institutionnelle. Donc là, bah, finalement, c'est en repérant les organisations, donc que ce soit les ministères, les directions des ministères, les agences, etc., qui sont pertinentes sur le sujet. Ben voilà, on va retrouver les personnes qui travaillaient à telle période donnée sur cette politique, ou dans les cabinets ministériels d'ailleurs. Donc ça, c'est une méthode positionnelle. Et puis, on a une autre méthode, alors qu'on peut appeler réputationnelle ou boule de neige. Là, c'est une fois qu'on est dans l'entretien, généralement, les personnes qu'on a font référence à d'autres personnes, ou alors on peut complètement demander si il y a d'autres personnes pertinentes à interviewer. Et donc l'idée, voilà, c'est au final d'avoir un ensemble de personnes pertinents pour la recherche.
Et donc voilà, très concrètement, donc par exemple en France, les personnes que j'ai vues, c'était des personnes, donc des fonctionnaires dans les ministères, des fonctionnaires d'agences, des personnes des cabinets ministériels, quelquefois les ministres, des personnes de la CNAM, et puis évidemment aussi, j'ai essayé d'avoir toutes les parties prenantes, donc ça va être des représentants de patients, des représentants de professionnels de santé, ou de fédérations hospitalières. Enfin voilà, selon un petit peu les sujets et les périodes, on peut avoir diverses parties prenantes pertinentes. Donc voilà concrètement comment ça se déroule une analyse de l'action publique en termes de méthode. Alors, vous avez choisi de réaliser votre terrain d'études sur plusieurs pays, la France, l'Autriche, l'Irlande. Pourquoi cette démarche comparative? Alors la démarche comparative, donc bon, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez classique en sciences sociales, que ça soit une comparaison d'ailleurs tout simplement temporelle ou entre plusieurs pays, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Alors c'est vrai que moi, au niveau de la démarche scientifique, c'est quelque chose que je trouve très utile, ne serait-ce que pour administrer la preuve et comprendre un petit peu ce qui relève, on va dire, de mécanismes et de théories un peu plus générales ou des idiosyncrasies de chaque cas. Donc c'est une démarche que de toute façon, je voulais adopter pour la Peut-être thèse. vous Ouais. avez idiosyncrasie, vous pouvez Ah oui, expliquer? oui, pardon. En fait, c'est quand on a un cas, c'est parfois difficile de comprendre ce qui relève des caractéristiques, pardon, très spécifiques au cas. Et donc voilà, un côté, par exemple en France, les choses se passent comme ça. Mais qu'est-ce qui relève d'un mécanisme d'européanisation qui serait applicable à d'autres pays ou du cas, par exemple, simplement de la France? Voilà, c'est un peu l'idée. Et finalement, quand on n'a qu'un cas, même quand on compare temporellement, c'est un petit peu difficile d'essayer de démêler un petit peu voilà, ce qui relèverait, encore une fois, de mécanismes plus généraux ou de choses très spécifiques au cas. Donc ça, c'est pour la démarche, je vais dire un petit peu générale en termes de sciences sociales. Après, vu le type de sujet, donc qui est l'européanisation, c'est-à-dire l'influence de l'Union européenne sur les administrations nationales, je dirais que il paraît presque un peu naturel de comparer parce que le sujet lui-même a une vocation, une dimension internationale. Donc, quand on s'intéresse à l'européanisation, on a envie de savoir pas seulement ce qui se passe en France, mais on a envie aussi de savoir ce qui se passe dans d'autres pays et de dégager des pistes explicatives qui s'appliqueraient, alors peut-être pas à l'ensemble des pays européens parce qu'ils sont encore une fois très différents, mais au moins un certain bloc de pays pour comprendre un petit peu comment l'Union européenne peut influencer des politiques, notamment de santé digitale, même si donc elle n'a pas de compétences strictes dans ce domaine. Et donc, vous avez répondu à pourquoi la comparaison. La question suivante que j'ai envie de vous poser, Mm, c'est pourquoi ces pays-là? Pourquoi les trois que vous avez cités, France, Autriche, Irlande? mm, mm, mm. Alors oui, sur ces pays, donc, alors faut savoir quand on décide de comparer en analyse des politiques publiques, on a différentes méthodes qui sont proposées, hein, donc je naviguais pas complètement à vue. Et alors très simplement, en gros, les méthodes, c'est soit on choisit des cas qui sont les plus similaires, donc c'est-à-dire qui se ressemblent avec potentiellement des outcomes un petit peu différents. Soit on prend des pays très différents avec des outcomes similaires et l'idée c'est d'essayer d'identifier les hypothèses qui permettent d'expliquer ces outcomes. Donc là, les outcomes différents, ce serait le niveau d'influence de l'Union européenne sur les politiques de santé digitale. Juste, Oui, excusez-moi, outcome, vous pouvez. oui, outcome, en gros, dans mon cas, les outcomes seraient les niveaux d'influence de l'Union européenne sur les politiques de santé digitale. Donc, on va dire l'idéal, hein, si on part, ça serait de dire, ah bah voilà, j'ai cet ensemble de pays. Ces pays se ressemblent beaucoup, ils ont des caractéristiques très similaires. Mais quand on regarde, il y en a un où on va avoir beaucoup d'influence de l'Union européenne et un autre très peu d'influence de l'Union européenne. Et donc, à partir de là, les hypothèses vont viser à expliquer ces similarités ou différences entre les pays. Alors bien entendu, ça c'est la méthode jolie un petit peu sur le papier. Le problème quand on commence une recherche comme ça, c'est comme je disais, en fait, on n'a pas de données ou très peu sur non seulement sur l'outcome, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu influence ou pas, ça nécessite de la recherche et beaucoup de collecte de données.
Et puis aussi au niveau des caractéristiques, alors c'est pareil, tant qu'on n'a pas vraiment le mécanisme explicatif, finalement, de définir ce qui est une caractéristique pertinente pour dire ce cas se ressemble ou pas, ça, c'est aussi assez difficile. Malgré tout, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour pallier un petit peu ce problème. Déjà, c'est de sélectionner des pays qui, globalement, on va dire, sur des caractéristiques très générales en termes je sais pas, de PIB, de fonctionnement, etc., sont relativement similaires. On peut trouver aussi des données un peu générales dans pas mal de rapports et d'études notamment qui sont faites au niveau européen sur plein de politiques publiques et même de santé. Je pense dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé aussi, on peut avoir beaucoup de comparaisons entre pays. Donc voilà, des petits résumés des rapports qui permettent déjà d'avoir une première idée de comment ça se passe dans un pays donné. Donc ça peut être quand même des données qui permettent d'avoir une vue d'ensemble en fait sur les pays qu'on veut analyser. Et puis après, moi j'avais certains critères, on va dire, de comparabilité. Donc, c'est-à-dire tout simplement, déjà, je voulais comparer des stratégies nationales d'e-santé. Alors ça, on en a en France, mais on n'en a pas dans tous les pays. Il y a des pays où c'est beaucoup plus régionalisé. Il y a des pays où ces stratégies se limitent, on va dire, à la mise en connexion de stratégies nationales existantes, mais où il n'y a pas vraiment de dispositif national existant. Donc, vous voyez, c'était un peu ce type de critères, on va dire, qui m'ont fait limiter un petit peu mon pool de pays disponibles pour la comparaison. Enfin, j'ai dû aussi penser à l'accessibilité des sources, qui est un point très important. C'est-à-dire qu'on va dire à pays à critères un peu égaux, finalement, j'ai aussi sélectionné ceux dont je parlais la langue, donc le français et l'anglais pour l'Irlande. Et donc voilà, tous ces critères un petit peu mélangés, il y avait une sélection comme ça, m'ont fait finalement choisir la France, l'Autriche et l'Irlande. Et ça s'est passé comme un long fleuve tranquille ou vous avez eu quelques difficultés sur le terrain? Alors, oui, évidemment, la recherche empirique, ce n'est jamais un long fleuve tranquille, mais bon, sinon ce serait pas drôle. Donc il y a eu plusieurs, oui, je dirais peut-être plusieurs points de difficulté. Alors, bon, déjà, quand on travaille sur l'e-santé ou la santé digitale, il y a quand même pas mal d'enjeux qui sont assez techniques. Alors moi, je suis pas codeuse en informatique, mais il faut essayer quand même de rentrer un peu dans ces notions de standard, d'interopérabilité, etc., pour comprendre vraiment ce qui se passe, parce que c'est là aussi que se jouent certaines décisions importantes en termes d'action publique. Donc voilà, il y a cette acculturation un peu qu'il faut faire. Il faut essayer de vraiment comprendre ces enjeux-là. Donc ça, je dirais, c'était la première difficulté et qui me laisse, voilà, des fois j'aimerais bien encore avoir plus de capacité, par exemple, de codage pour comprendre encore plus vraiment ce travail qui est fait aussi entre la traduction d'une décision publique et sa traduction en standard un petit peu technique. Ensuite, la deuxième difficulté qui est très classique, qui est celle de l'accès aux sources, elle est un petit peu multipliée du fait de la comparaison entre les pays. Donc des fois, c'est pas toujours facile de retrouver certains enquêtés, puisque c'est vrai qu'en termes de temporalité, moi, je suis remontée souvent jusqu'à la fin des années 90 et donc jusqu'à 2018. Donc là, c'est-à-dire retrouver des personnes qui ont travaillé sur les politiques de santé dans les années 90, c'est pas toujours facile. Il y en a qui sont encore dans les parages qu'on peut retrouver, mais il y en a d'autres qui sont à la retraite ou qui sont complètement sortis des circuits, donc c'est pas forcément facile de les retrouver. Ensuite, une fois qu'on les a trouvés et contactés, il faut réussir à obtenir le rendez-vous, ce qui peut constituer une autre étape difficile. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, mais sur la personne référente donc de la gestion de cette relation entre les politiques nationales d'e-santé françaises et les politiques européennes, je pense que j'ai mis à peu près presque 2 ans à réussir à obtenir un entretien. Alors pas 2 ans de contact acharné, mais si vous voulez entre deux, trois mails qui donnaient rien, puis un autre essai via une autre personne qui a rien donné, puis enfin un autre essai via encore une autre personne qui me l'avait recommandé. J'ai réussi à obtenir un entretien téléphonique, mais voilà, c'est pour dire qu'il faut un petit peu de persévérance.
Et avec aussi, enfin moi j'ai eu un sentiment quand même d'accès plus facile aux entretiens aux personnes en France. Alors ça, je sais pas si c'est parce que je suis française ou si que parce qu'en France, voilà, on est plus, c'est plus facile finalement de d'accéder aux personnes, peu importe la nationalité de l'enquêté. Mais c'est vrai que par exemple en Autriche, voilà, on avait une personne qui dirigeait le service, enfin tous les aspects e-santé, qui était aussi le numéro un du ministère de la Santé. Et là, les accès aux personnes étaient très. Cette personne a décidé qui j'allais voir, donc j'ai pu voir lui-même et une autre personne, et j'ai vu personne d'autre, donc forcément ça limite un petit peu, voilà, les données, la façon dont on peut aussi recouper certaines données entre elles. Et ensuite, une fois qu'on a l'entretien, évidemment, il y a les difficultés classiques de l'entretien en politique publique, c'est-à-dire que, alors déjà, les sujets qui vous intéressent vous en tant que chercheur ou chercheuse sont pas forcément ceux qui intéressent la personne que vous avez en face de vous. Donc moi, travaillant quand même sur la dimension européenne, c'est pas forcément la dimension principale du travail des personnes que je rencontrais, même si c'était une dimension importante. Donc voilà, il faut réussir à orienter un petit peu le sujet de l'entretien. Vous avez aussi la problématique qui est que souvent pour les enquêtés, le travail de recherche est un peu difficile à situer par rapport à un travail journalistique ou par rapport au fait de rédiger un rapport pour certaines institutions. Donc ce qu'on fait en tant que chercheur n'est pas très clair. Ce qui va être fait des données de l'entretien n'est pas toujours très clair, même si on essaye de l'expliquer. Et donc il y a toujours un peu cette idée que ce que les personnes disent, ça va atterrir dans un rapport et ça va peut-être être lu par quelqu'un. Donc je dirais que les 20 premières minutes de l'entretien, généralement, voilà, on a le message que la personne veut faire passer à un éventuel public. Qui des fois correspond à ce qu'on cherche, hein, mais pas toujours. Et puis après, voilà, il y a plus de place pour les questions qu'on peut poser, mais des fois, bon, ben, on n'arrive pas à dépasser ce message-là aussi. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment de l'apprentissage, je dirais, un petit peu aussi sur le tas. Et puis ça dépend aussi des personnes qu'on rencontre. Sur le cas de ma thèse, j'avais une difficulté supplémentaire qui était celle donc d'avoir différents pays et donc différentes langues aussi pour réaliser les entretiens. Donc comme je disais en anglais, vu que je parle anglais, c'était assez facilité, mais par contre je ne parlais pas l'allemand. Alors heureusement, la plupart des gens que j'ai rencontrés parlaient bien anglais, donc ça n'a pas posé trop de problèmes. J'ai pu aussi utiliser des outils de traduction automatique pour tout ce qui était documents officiels et qui était numérisé. Donc ça, voilà, enfin moi je suis contente d'être née à une période où l'informatisation est avancée parce que ça permet de faire des choses comme ça, ce qui n'était pas forcément réalisable avant. Donc voilà, ça c'était une facilité entre guillemets. Et voilà, sinon c'est vrai que maîtriser l'anglais ou la langue du pays est quand même un atout majeur. Et un dernier point de difficulté, je dirais, bon, qui est peut-être propre aussi aux recherches doctorales et qui est un peu rencontré par tous les jeunes doctorants en France, mais c'est qu'il faut aussi bah, de l'argent pour réaliser des séjours de recherche à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un laboratoire donc, qui m'a aidé financièrement, mais c'est vrai que souvent, c'est un petit peu du bricolage. Et donc, c'est pas toujours facile pour ces raisons-là de réaliser des terrains à l'étranger, même si, encore une fois, depuis le Covid-19, hein, je pense que d'autres chercheurs et chercheuses en sciences sociales s'en sont aperçus, mais il y a une facilité plus grande, en tout cas, de faire des entretiens en visioconférence, donc ce qui aide aussi à réaliser des terrains à moindre coût. Même si, bon, voilà, la visioconférence, c'est pratique, mais on perd un petit peu du rapport humain qui permet aussi de réaliser des bons entretiens, de faire en sorte que la personne vous raconte des choses, etc. Parce que ça passe aussi par des relations un peu plus interpersonnelles qui sont plus faciles à mettre en place quand on est en direct. Donc voilà pour les difficultés principales, je dirais, sur la réalisation du terrain. Et alors, sur les résultats de la thèse, ben, est-ce que vous avez trouvé une influence de l'Union européenne sur ces politiques e-santé? Et si oui, à quel degré? Alors, oui, parlons un petit peu des résultats. Ce que j'ai trouvé dans la thèse, c'est que oui, il y a une influence de l'Union européenne, parfois très importante, mais que je qualifierais d'assez indirecte. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous allez tout de suite voir un petit peu plus. Et sachant que cette influence, donc elle est indirecte, mais elle est aussi très multiforme.
Donc, elle peut prendre vraiment des aspects très différents selon les pays et selon les temporalités. Alors, pour vous donner un premier exemple d'influence, moi, que j'ai trouvé quand même très fort, donc c'était dans le cas autrichien. Et ce qui est intéressant en Autriche, c'est que donc on avait cette personne qui était membre de cabinet ministériel au début des années 2000 et donc qui était, on va dire, plutôt au début de sa carrière politique, en tout cas dans l'appareil gouvernemental. Et donc cette personne était très intéressée pour développer des politiques d'e-santé au niveau autrichien. Et donc ce qui se passait au même moment au niveau de l'Union européenne, c'est que c'était un peu le début des échanges européens sur ce sujet-là. Et donc on avait la Commission qui a publié un plan d'action e-santé à cette époque. Donc là, c'est une communication. Encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment un document pour dire, bon bah voilà, ça serait bien que les États membres s'investissent un peu sur ce sujet. Nous, on a des discussions là-dessus au niveau européen, mais vraiment rien d'obligatoire. Et ce qui se passe, et ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que ce membre de cabinet ministériel, ce conseiller donc de la ministre de la Santé autrichienne de l'époque, va vraiment utiliser ce document au niveau national pour dire aux acteurs d'écosystème de santé autrichiens, pour dire ah ben maintenant, il faut qu'on mette en place une stratégie d'e-santé au niveau national. La Commission européenne l'a demandé. Donc il y a vraiment un durcissement de ces guidelines, on va dire, européennes. Et donc, quand vous demandez un petit peu voilà l'histoire, même aux acteurs, de vous raconter comment ça s'est passé, un petit peu ce début des politiques de santé, bah, tous vous répondent, ah bah voilà, la Commission européenne a demandé qu'on mette en place une stratégie d'e-santé au niveau national, donc on l'a fait, etc. Donc ça, vous voyez, c'est un usage donc, qui dépend beaucoup hein, des stratégies des acteurs nationaux, mais qui montre que se référer aux instruments européens, ça peut avoir un impact politique assez fort au niveau national. On a eu un petit peu la même chose en Irlande. Alors en Irlande, les politiques d'e-santé se sont lancées pareil au début des années 2000 de manière, je dirais, assez nationale. Puis après, ça a pas mal patiné pour différentes raisons. Puis on a eu donc la crise des subprimes qui a beaucoup touché l'Irlande à la fin des années 2000. Et donc là, l'e-santé est vraiment, c'est vraiment un sous-sujet. Personne s'y intéresse. On a quand même une petite mission de 3-4 personnes au niveau du Department of Health qui travaillent sur ces thématiques-là. Et donc là, l'idée donc, du chef de cette mission, donc, qui est donc fonctionnaire au ministère de la Santé irlandais, c'est de dire, eh bien, pendant cette crise, enfin après cette crise, on a les plans de relance de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI. Et comme vous le savez, dans ces plans de relance, souvent, donc voilà, l'argent est accordé en échange d'engagement à faire des réformes au niveau national. Et ce fonctionnaire, donc qui connaît bien tous les travaux européens en la matière, etc., et qui est bien connecté à l'Union européenne, œuvre pour finalement intégrer le développement de l'e-santé dans ce plan de réforme de la Commission européenne, du FMI, de la Banque centrale européenne. Et donc ça marche puisque en 2013, on a vraiment une relance de ces politiques e-santé avec une nouvelle stratégie qui est publiée, une loi aussi sur les identifiants en santé qui a adopté, loi qui était dans les tiroirs hein, depuis le début des années 2000. Donc encore une fois, on a un usage très stratégique de ces instruments européens qui, au final, a eu beaucoup d'effets sur la temporalité et la relance de cette politique au niveau national. Donc voilà, ça c'est deux exemples sur la manière dont l'Union européenne, même sans compétence, peut influencer les dynamiques politiques au niveau national. En France, on n'a pas eu de cas, je dirais, aussi visible en termes de dynamique politique. Par contre, quand on commence à creuser un petit peu, on trouve quand même de l'influence de l'Union européenne, notamment sur vraiment la conception du format du dossier médical électronique, donc du DMP. Et là, ce que la recherche a montré, c'est que, alors dès les années 90, vous avez une mission qui travaille sur tous ces sujets d'informatisation. Et donc, ils ont déjà cette idée de DMP hein, qui apparaît au début des années 2000. Et donc, la conception qu'on a, notamment aussi suite à la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, c'est l'idée d'un DMP qui serait entièrement structuré. Donc avec des données voilà très très structurées qui ferait que déjà ces données seraient utilisables potentiellement facilement pour la recherche, mais aussi avec l'idée que les praticiens, les professionnels de santé
pourrait par exemple faire des recherches par mots-clés dans un dossier entièrement structuré et à avoir, vous voyez, les informations qui remontent. Donc avec une organisation de dossier qui serait voilà, vraiment structurée et vraiment utile pour les professionnels de santé et éventuellement la recherche. Donc c'était la conception qu'on avait du DMP. Sauf que au niveau anglo-saxon et notamment au niveau européen de la coopération européenne, donc comme je vous disais, il y avait cette idée de se faire un petit peu connecter les dossiers numériques des États membres au niveau européen. Et donc, dans le cadre de cette coopération, ce qu'on imagine en format de dossier, c'est plutôt d'avoir un patient summary, donc c'est-à-dire plutôt un dossier non structuré avec tous les documents par exemple l'imagerie médicale, les résultats de laboratoire, etc., ou les prescriptions. Donc tous ces documents un peu comme des PDF hein, juxtaposés et un résumé avec les principales informations sur le patient. Et donc avec l'idée justement que ce patient summary soit traduisible et échangeable au niveau européen. Et donc, si vous voulez, cette idée de patient summary, en fait, rentre un peu en contradiction avec la conception d'un dossier médical entièrement structuré où, en fait, les informations se retrouvent par mots-clés ou par catégorie, etc. Et en fait, finalement, enfin en tout cas, voilà, ce que les acteurs rapportent, c'est que c'est alors le dossier, le format du dossier n'est pas forcément arrêté, mais c'est quand même à la faveur de ces discussions européennes et en vue de la future coopération européenne qu'on décide finalement au niveau français de laisser un petit peu tomber ce dossier médical très structuré pour finalement s'aligner sur le format qui est promu au niveau de la coopération européenne sur ce format, donc d'avoir quelque chose d'assez peu structuré, mais d'avoir des résumés de dossiers qui soient disponibles. Donc ça, c'est le premier point. Après, si on regarde, par exemple, si on continue à regarder ces résumés patients, donc qu'on appelle volets de synthèse médicale en France, euh, pareil, quand on regarde donc le format pour décider de qu'est-ce qu'on met finalement dans ces résumés patients, ça, c'est un travail qui a été fait par la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé a finalement repris plein de modèles qui existaient alors, elle n'a pas repris que le modèle européen qui a été produit à la fin des années 2000, mais ce modèle européen a été analysé avec d'autres modèles de résumé patients. Donc, elle a produit un document et ensuite les spécifications ont été décidées par des représentants des professionnels de santé des organisations syndicales. Donc là, il y a eu une discussion HAS et professionnels de santé pour dire, bah, nous, notre volet de synthèse médicale français, on veut qu'il soit comme ça. Par la suite, d'ailleurs, avec quelques problématiques d'adaptation par rapport au volet de synthèse médicale européen qui lui est un petit peu différent. Alors moi, dans ma thèse, on est resté un petit peu au stade où, ben voilà, on se rend compte qu'ils sont pas complètement compatibles. Qu'est-ce qu'on fait? On sait pas trop. Mais on y reviendra peut-être à la fin du webinaire. Mais il y a des discussions aujourd'hui sur l'espace européen des données de santé qui ont pour but justement de traiter ces problèmes et cette fois avec une régulation, donc c'est-à-dire avec quelque chose qui serait peut-être obligatoire au niveau européen et plus simplement volontaire. Un dernier point qui peut être intéressant aussi pour les praticiens ou les personnes qui travaillent un petit peu dans ces secteurs, c'est que aussi l'enjeu européen peut être utilisé très pragmatiquement dans des luttes institutionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, participer à la coopération européenne, ça peut être aussi pour une institution, une agence, un service des ministères, être utilisé comme quelque chose pour comment dire, asseoir une légitimité ou avoir plus de budget aussi au niveau national. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien un peu ce qui se passe au niveau du Health Data Hub, par exemple en France aujourd'hui, mais on sent très bien que ce type d'organisation est aussi très inséré dans les projets européens et que le fait qu'on investisse là-dessus au niveau français, c'est aussi lié à une stratégie d'être vraiment leader européen des données de santé. Donc, on peut avoir aussi des dynamiques politiques comme ça qui se retrouvent et qui jouent en faveur en fait de certains acteurs nationaux. Donc voilà pour un petit résumé des résultats. Comme vous voyez, c'est plein de résultats très différents. Voilà, un peu multidimensionnels, mais on voit que l'Union européenne, en tout cas, compte dans la fabrication des politiques nationales de santé digitale.
Merci pour laisser un peu de place à la discussion. Dernière question. Ben, alors, vous avez terminé votre Mm, thèse, mais depuis, ben, l'histoire a continué et il y a eu la Covid. Et du coup, mm. est-ce que vous avez un petit aperçu de ce qui s'est passé dans ces politiques de santé européennes après Covid? En deux Ah oui, minutes. ouais, en 2 minutes très rapidement. Donc là, c'est vraiment les sujets sur lesquels je travaille actuellement dans le cadre de mon post-doctorat. Et donc, en fait, pour résumer, ce qui s'est passé avec la Covid-19, c'est que ça a vraiment fait une montée en science de l'enjeu de la santé digitale. Donc, je pense pour plein de monde, la santé enfin, numérique, ça restait un petit sujet des politiques de santé jusqu'au Covid-19. Et puis avec le Covid-19, finalement, tout le monde a été confronté à ces outils, à la télémédecine, à la nécessité d'avoir des données de santé aussi de bonne qualité, etc. Donc que ça soit au niveau, je pense, des citoyens ou des politiques, c'est devenu un sujet vraiment très important. Et ce qui s'est passé du coup au niveau européen, et ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, on était sur des initiatives très souples, très donc sur la base du volontariat de la part des États membres. Et depuis le Covid-19, ces initiatives ont tendance à devenir réglementaires, donc c'est-à-dire avec une obligation de mise en œuvre de la part des États membres. Donc on a eu plusieurs exemples. Le premier, ça a été les certificats européens de Covid-19, donc où le format, pareil, était décidé au niveau européen. Et on a tous ces travaux donc autour de l'espace européen des données de santé. Alors peut-être juste très rapidement, ce qui est intéressant sur cet espace européen des données de santé, c'est qu'ils veulent faire, l'idée c'est de faire à la fois une espèce de S-Data Hub, mais au niveau européen, donc pour faciliter l'accès à différents sets de données au niveau européen. Mais on y retrouve aussi la deuxième dimension, tout ce dont je viens de vous parler, donc cette idée de d'échanger, enfin d'avoir accès à ces données de santé, à son dossier médical, peu importe où on est dans l'UE. Ça, c'est le deuxième gros bloc de l'espace européen des données de santé. Et donc là, on voit bien que finalement, toutes ces initiatives qui courent depuis 15-20 ans au niveau européen, elles ont été réinjectées dans cette idée de l'espace européen des données de santé. Donc, qui est en discussion. Là, on est en plein dans les négociations entre le Parlement et le Conseil, mais qui devrait sortir donc assez rapidement avec potentiellement des transformations assez importantes au niveau des administrations nationales. Juste en passant, vous avez dit une sorte de SVA Hub, De c'est-à-dire? Health Data Hub, ah oui, Ah, donc d'accord. Ok, le HDH français, la plateforme pour les données de santé. d'accord. Oui. Merci Donc, beaucoup. oui, Pardon, avec oui. l'idée, pardon, du coup, c'est vraiment l'idée, ce serait d'avoir au niveau européen à la fois un catalogue des données, donc métadonnées qui existent au niveau européen, et un guichet unique. On retrouve vraiment la même idée que le HDH finalement, mais qui serait cette fois au niveau européen pour avoir un accès aux bases de données de tous les pays de l'Union européenne. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bah, n'hésitez pas pour les questions. Il y en a une première qui tourne autour de santé digitale, santé numérique. Je pense qu'elle est d'Eugénie Albert. Mm, Euh, euh, Est-ce que, bah, pour aller au-delà, parce que justement, elle se plaignait de l'usage de l'anglicisme à la place mm, du terme de santé numérique. Est-ce que dans l'usage et dans les phénomènes linguistiques, c'est vraiment l'anglais qui domine avec derrière un certain nombre de conceptions qui sont portées par une logique anglaise, mm, ou est-ce que on voit des phénomènes de résistance nationale, y compris mm. pour garder des appellations dans une langue autochtone? C'est une question très intéressante et la remarque est très juste d'ailleurs. Alors moi, je travaille beaucoup en anglais, donc c'est vrai que j'ai tendance justement à utiliser le mot digital, mais effectivement, en français, il faut utiliser le mot numérique. Donc j'essaye de me corriger, mais je trouve que ça renvoie à un certain nombre de questions effectivement intéressantes. Alors, c'est-à-dire que si on remonte, vous voyez, fin des années 90, début des années 2000, on parlait plutôt d'information santé, de santé électronique, e-santé, etc. Et j'ai l'impression que tout ça est devenu un petit peu dans l'imaginaire, un petit peu, entre guillemets, dépassé et que le terme digital, pour le coup, renvoie à quelque chose de très moderne,
voilà, le digital, c'est le moderne, et j'ai l'impression que c'est utilisé plus dans ce sens-là, avec un côté un petit peu entrepreneuriat, et ça marche aussi, enfin, je veux dire, c'est cohérent avec tout ce qui est digital single market. Voilà, on parle beaucoup de digital et je me suis posé la question justement de savoir si certaines organisations ou agences françaises utilisaient plutôt le terme numérique ou digital. Et j'ai aussi trouvé le terme digital, voilà, sur les communications, par exemple, sur les sites, etc. Donc moi, mon impression et même, par exemple, sur l'e-santé, jusqu'à assez peu de temps avant le Covid, on parlait plutôt d'e-santé en référence à la santé électronique, e-health, et maintenant c'est vraiment devenu digital health. Donc, on a vraiment ce tournant, en tout cas, au niveau de l'Union européenne, et que j'ai l'impression d'observer, alors j'ai pas fait une recherche systématique, mais que je retrouve aussi au niveau national. Et c'est vrai que pour moi, voilà, ça va très bien avec ce côté modernité, intelligence artificielle, usage massif des données, etc. Je trouve que ce vocabulaire accompagne beaucoup ce discours-là, en tout cas. Merci. On a une deuxième question. Alors, je suis pas sûr de bien l'interpréter, mais peut-être que la personne qui l'a posée peut préciser sa pensée. C'est la question, c'est au-delà la structuration du dossier, du format. Vous en avez Mm, parlé avec cette, comment dire, cette alternative entre l'assemblée de PDF avec le résumé au bout et puis une véritable interconnexion des fichiers qui permettent de faire des recherches détaillées. Donc, au-delà de ça, est-ce que l'échelle européenne et donc les acteurs européens ont un impact sur les choix des standards techniques mm. en amont? Oui. Oui, alors bah, très bonne question et tout à fait. En fait, c'est même là le cœur, je dirais, de l'influence que l'Union européenne peut avoir sur justement la mise en connexion de ces dispositifs, des structures numériques nationales. Et donc voilà, tout le but de la commission. Alors c'est sûr que je parle de ce que ça donne en termes de format, puisque finalement pour l'utilisateur c'est peut-être la chose la plus compréhensible et la plus visible. Mais en fait l'idée c'est vraiment d'avoir des standards d'interopérabilité, des standards techniques qui sont décidés au niveau européen pour ensuite construire les dispositifs nationaux. Jusqu'à présent, ces standards d'interopérabilité donc n'étaient pas obligatoires, mais avec les questions autour de l'espace européen des données de santé, l'objectif, c'est vraiment ça finalement, c'est d'assurer une interopérabilité au niveau européen. Et en fait, les standards techniques d'interopérabilité jouent sur plein d'aspects. Donc ça peut être voilà, ça peut être le format, ça peut être le niveau de structuration, ça peut être le niveau de sécurité, ça peut être le niveau de protection des données, etc. Et donc voilà, moi c'est ce que je défends un petit peu dans mon agenda de recherche. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller regarder un petit peu dans ces standards techniques pour regarder justement quelles normes et quelles valeurs sont aussi intégrées dans ces standards techniques finalement. Mais tout à fait. Donc, le mot interopérabilité, d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les documents européens, on en parlait un petit peu au début des années 2000, mais maintenant, il est vraiment partout. Donc, c'est vraiment un agenda politique très fort au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne. Et pas que dans la santé, d'ailleurs, si je puis me Oui. permettre. Et justement, c'était ma dernière question, c'était est-ce qu'il n'y a pas aussi un chevauchement avec les questions en termes d'autonomie stratégique et potentiellement de rupture avec des modèles GAFAM, BTDX, Hmm. etc., quoi. Alors oui, c'est sûr. Alors la question de la souveraineté numérique, c'est un gros enjeu, hein, que ce soit au niveau européen, même au niveau national. Je ne sais pas si vous avez remarqué les nouveaux noms des ministères, voilà, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Alors la question de la rupture avec les GAFAM est toujours un petit peu compliquée parce que finalement, il y a plein de sujets sur lesquels on a besoin des GAFAM pour faire les dispositifs. Il y a eu un exemple là sur les applications de traçage des cas contacts pendant le Covid-19 où c'était vraiment très flagrant, puisque l'idée c'était donc de permettre à ces applications d'être interopérables au niveau européen pour que quand vous voyagez d'un pays à un autre, elles continuent de fonctionner. Et là, les gros débats, ça a été quel système on prend, système centralisé, décentralisé, sachant qu'il y avait un système qui était promu donc par Google et Apple.
Et donc la Commission et la plupart des États membres ont fait le choix d'aller avec ce système, ce qui n'a pas été le cas de la France. Donc voilà, la France est un peu opposée avec ça, avec dans les discours une opposition justement aux GAFAM et à cette question de cette volonté de garder une souveraineté numérique. Mais ce qui fait qu'au final, la France ne pouvait pas se connecter à cette coopération européenne en matière d'application de traçage des cas contacts. Donc cette question, elle est là. Je pense qu'il y a la question des discours et puis voir ce qu'on a les moyens de faire et ce qu'on fait en pratique ensuite. Mais effectivement, voilà, c'est une question très présente et au niveau donc de l'Union européenne, comme je disais. Donc là, on est dans le cas de la santé. Le cas de la santé est vraiment la stratégie des données. C'est une stratégie globale et la santé, c'est vraiment le premier domaine qui fait l'objet d'autant d'avancées au niveau Union européenne. Donc on a vraiment, voilà, il y a un leadership sur le secteur santé, mais l'Union européenne, elle développe en fait des agendas similaires, par exemple dans le domaine de la transport et de l'énergie, avec toujours cette idée de connecter les réseaux, alors parfois physiques, ça c'est plus ancien, mais aussi les réseaux digitaux, numériques, pardon. Et donc, voilà, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment un agenda effectivement global sur le numérique qui est en train de se développer au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne. Merci beaucoup. On va s'efforcer parce que on est inclus aussi dans l'agenda des différentes formations de rendre l'antenne pour parler à l'ancienne à temps. Bah écoutez, bah, encore merci, c'est vraiment très intéressant. Puis en espérant que ça suscitera des interrogations sur la place de l'Europe et particulièrement sur cette question de la santé numérique. Je dois vous annoncer, alors que je ne suis complètement incompétent pour expliquer le titre, le prochain webinaire qui aura lieu le 6 février. Alors peut-être que Chloé, vous connaissez la notion, la scanotation, un nouveau logiciel pour décrypter l'exposome chimique humain? Non plus. Bon. Alors, pas du tout, ça me laisse perplexe également. Écoutez, bah, connectez-vous le 6 février de Ouais. 13h à 14h et vous aurez la réponse à la question qui nous taraude tous et toutes. Encore merci. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.